Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous étions sur la résolution de l'équation de Schrödinger, dans le cas où le potentiel est constant, et nous voulons maintenant, nous avons fixé donc les règles que l'on doit imposer aux solutions, et nous allons maintenant voir la quantification de l'énergie. Alors, il se fait que lorsque la particule est restreinte à une certaine région, donc ça c'est la forme paquet d'ondes, l'énergie prend des valeurs discrètes. Tandis que si la particule se propage indéfiniment loin, alors l'énergie prend des valeurs continues. Alors ça peut surprendre parce que nous avons une équation différentielle, donc une équation qui manipule que des fonctions continues, avec des variations qui sont continues. Donc comment une équation qui est totalement continue peut-elle conduire à des solutions discrétisées? En fait, c'est dû aux conditions que nous imposons sur les solutions. Alors nous allons voir ça. Alors prenons une situation où on suppose que le potentiel est nul à l'infini, donc le potentiel a une forme analogue à celle-ci. Le potentiel V, il est nul à l'infini et prend une valeur négative dans une certaine région. Et l'énergie est négative. Si on prenait une énergie positive, la particule pourrait aller partout. Tandis que si elle a une énergie négative, elle est restreinte à la région, elle peut pénétrer un peu la barrière, mais elle n'a pas une énergie suffisante pour fuir à l'infini. Pour une particule classique, elle serait même totalement coincée dans le puits de potentiel. Pour une particule quantique, elle peut pénétrer un peu la barrière de potentiel, mais pas jusqu'à l'infini. Si, lorsque les distances sont très grandes, pour x très grand, les solutions sont typiquement du style exponentielle moins bêta de x. Solution que nous avons vue. Et on va prendre la valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ignore le signe, parce que c'est vrai des deux côtés. On a des solutions exponentielles. Oh, typiquement, donc, x, 0, on va supposer que 0 est ici. Typiquement, la fonction d'onde va donc avoir une forme exponentielle comme ceci. Il y a toujours une solution positive et une solution négative. Puisque la fonction d'onde est définie à une constante près, l'équation étant linéaire, elle peut changer, avoir un signe positif ou un signe négatif. Et elle a une allure exponentielle qui tend vers 0 à l'infini. Alors, lorsque l'énergie est inférieure à V, donc dans cette zone-ci, dans les deux zones ici, lorsque l'énergie est inférieure au potentiel, l'équation montre que 1 sur U, variation carré x de U, est positif. Et dans ce cas-là, la variation de la variation qui est positive, ça veut dire que la courbe a une forme courbée comme ceci. La forme d'une assiette, à gauche du moins. Non, pardon, des deux côtés, excusez-moi. Donc une variation au carré positive donne une courbe qui varie comme une assiette avec la concavité dirigée vers le haut. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Ça veut dire qu'arrivé ici, lorsque E est égal à V,
cette fois-ci, la courbure va être égale à 0. Et puis après, dans cette région-ci, la courbure va être dans l'autre sens. Donc on a un point ici. Donc on va supposer que E est égal à V ici. On a un point ici où la courbe change de sens. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et donc en prolongeant la solution, donc si on la calcule exactement, en prolongeant, les deux courbes vont se rejoindre. Mais la variation de courbure est proportionnelle à la valeur de l'énergie. Plus l'énergie est grande, plus ça varie vite. Si l'énergie est très petite, la variation de courbure sera faible et on va avoir des solutions comme ceci. On a un point anguleux ici, donc à cet endroit-là, la variation de la fonction d'onde est discontinue. Ce n'est pas bon, comme nous l'avons vu. Alors, augmentons la valeur de l'énergie. À ce moment-là, la variation de courbure augmente jusqu'à arriver à une solution où les deux se raccordent de manière parfaite avec une courbure nulle avec une variation de courbure nulle à cet endroit-là. Et donc, pour cette valeur de E, on a une solution. Si l'énergie augmente encore, à ce moment-là, la courbure est plus forte et on se retrouve dans une situation analogue à celle-ci, où on a à nouveau un point anguleux et qui donc ne donne pas une solution correcte de la fonction, des équations. Et voilà donc pourquoi on a une valeur précise, discrète, de l'énergie qui est solution des équations. Parce que pour des valeurs un peu différentes, la fonction ne se raccorde pas correctement dans les parties négatives et positives avec d'autres exemples. Et si l'énergie augmente encore? Mais si l'énergie augmente encore, à ce moment-là, la courbure varie tellement fort qu'elle finit par repasser par 0. Et si on prend la solution négative, on a à ce moment-là, ici, une solution qui, à nouveau, peut se raccorder correctement au centre, avec une variation de la fonction d'onde qui est continue. Donc on a une deuxième solution qui peut apparaître. Et en augmentant encore ainsi la valeur de l'énergie, la courbure va devenir de plus en plus forte, osciller, et à nouveau se raccorder au centre. D'une manière générale, au fur et à mesure qu'on augmente l'énergie, la courbe a ainsi une bosse, puis deux bosses, puis trois bosses, puis quatre bosses, etc. pour les différentes solutions. Classer les solutions est donc assez simple. On a donc une série discrète de valeurs de l'énergie qui sont solutions des équations avec les conditions que nous avons imposées. L'énergie ne peut pas monter indéfiniment, parce qu'elle doit rester inférieure au potentiel. Sinon, on passe dans le cas d'une particule qui est libre d'aller jusqu'à l'infini. Puisqu'elle reste, dans notre exemple, où on a choisi des valeurs telles que l'énergie est négative, l'énergie ne peut pas monter plus haut que 0. Donc, le nombre de valeurs possibles est discret et peut être fini. On peut avoir un nombre fini de solutions. Il peut même arriver, si le puits de potentiel est trop peu profond,
pas assez large, il peut arriver à ce moment-là que, donc par exemple une solution où le potentiel serait très profond mais très étroit, dans des cas comme celui-là, la courbure de la fonction ne varie pas assez fort, ou elle ne varie pas, puisque le point d'inflexion pour un puits étroit va être beaucoup plus près, ou elle ne varie pas pendant suffisamment de temps pour permettre un raccordement. Donc quand le puits est trop peu profond ou trop étroit, à ce moment-là, il peut même n'y avoir aucune solution. Aucune solution discrète. Quand le puits est beaucoup plus large et beaucoup plus profond, on peut avoir de nombreuses solutions. Mieux encore, si le potentiel varie lentement, il peut arriver qu'on a une infinité de solutions. Alors on peut se demander comment c'est possible, puisqu'on est limité en hauteur pour les valeurs de l'énergie. Mais simplement, on a des énergies qui sont de plus en plus proches, parce que, comme le potentiel varie lentement, la fonction a largement le temps d'osciller autant de fois qu'on veut. Et donc, il peut y arriver dans ce cas-là qu'on a une infinité de valeurs discrètes qui sont de plus en plus serrées au fur et à mesure qu'on approche de la limite. Si on a une autre solution, une autre situation, ici on a choisi un potentiel nul, ici, mais si on a un potentiel qui tend vers l'infini, des deux côtés, alors à ce moment-là, on a toujours un nombre infini de valeurs discrètes, simplement parce que l'énergie là peut monter aussi haut qu'on veut, et on peut toujours avoir autant d'oscillations que l'on veut, jusqu'à arriver au raccordement correct des deux côtés de la fonction d'onde. Voilà pour le cas discret. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué. Il suffisait de raisonner sur ce que donne la fonction d'onde, la courbure de la fonction d'onde en fonction de la position, et sur les conditions que l'on impose sur la continuité de la fonction d'onde et de sa variation. Et le cas continu maintenant. Eh bien, le cas continu, c'est donc le cas où l'énergie est plus grande que le potentiel en tout point. À ce moment-là, la particule a assez d'énergie pour sortir du puits de potentiel, ou passer au-dessus d'une barrière de potentiel, et se propager partout. Et dans ce cas-là, nous l'avons vu, la solution est typiquement du style A fois sinus alpha x plus B fois cosinus alpha x. On a deux paramètres A et B, deux constantes qu'il faut ajuster, et quelle que soit la valeur de l'énergie, on peut toujours ajuster les deux constantes de façon à imposer les deux contraintes, continuité de la fonction d'onde et continuité de sa variation. Donc dans ce cas-là, on arrive à toujours trouver une solution, quelle que soit l'énergie. Et donc, pour une particule libre, d'énergie supérieure au maximum du potentiel, donc pour un potentiel qui croît vers l'infini, évidemment, ce n'est pas possible. Pour un potentiel qui est borné, qui a une certaine valeur maximale, pour les énergies plus grandes, toutes les énergies sont solutions. Et donc, là, on a un spectre continu. Donc, l'ensemble des valeurs propres de l'opérateur que nous avons vu, l'opérateur variation par rapport au temps, qui est aussi l'opérateur donné par l'équation de Schrödinger, qui n'est rien d'autre que l'opérateur hamiltonien. L'ensemble des valeurs propres est appelé le spectre de l'opérateur, et donc on a ou bien un spectre discret, ou bien un spectre continu de valeurs propres. Tout ce que j'ai raisonné ici, je l'ai fait à une dimension, une seule direction, mais ça se généralise sans trop de difficultés dans l'espace à trois dimensions. Il faut tenir compte de la manière dont le potentiel varie dans les différentes directions. Si on a une symétrie sphérique, c'est évidemment facile.
Sinon, il faut un peu plus de réflexion, mais ce n'est pas bien compliqué. Et tout ce qu'on a dit ici se généralise. Si la particule est confinée dans une certaine région, son énergie prend des valeurs dans un spectre discret, avec un nombre fini de valeurs ou un nombre infini de valeurs. Et quand son énergie est suffisante, la particule est libre, elle peut aller partout, et son énergie peut alors prendre n'importe quelle valeur. C'est un spectre continu. On obtient exactement la même situation avec quelques réflexions un peu plus poussées dans l'espace. Mais le raisonnement est tout à fait identique à ce que nous venons de faire. Voilà, alors, nous avons fait une hypothèse dans la vidéo précédente en disant les seules valeurs de l'énergie que l'on peut avoir, que l'on pourrait mesurer, sont les valeurs propres de l'opérateur qui correspond à l'énergie. Mais il serait bon d'en rediscuter un peu plus. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons discuter des fonctions propres et valeurs propres et des différents postulats de base, donc des hypothèses que l'on fait systématiquement en mécanique quantique dans la théorie de Schrödinger. Je vous remercie.